Bonjour à tous. Bonjour, je suis Déborah Papiernik, je travaille chez Ubisoft. Je m'occupe d'un département qui s'appelle New Business, qui vise à prendre les marques ou les expertises du jeu vidéo, les marques et les expertises d'Ubisoft, et les emmener au-delà du jeu vidéo dans d'autres domaines. Et moi, je suis Yves Hubelmann, donc je suis président et cofondateur d'Iconem, donc une start-up qui s'engage dans la conservation des sites culturels en danger. Et donc je suis aussi architecte. J'ai travaillé pendant des dizaines d'années dans des pays comme la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Et j'ai été témoin malheureux en fait de la disparition en temps réel en fait de sites archéologiques très importants pour comprendre notre passé et que malheureusement d'une année sur l'autre en fait on voit disparaître. Et c'est ça qui m'a donné l'idée en fait d'utiliser des techniques nouvelles pour enregistrer au moins l'image et la mémoire de ces sites qui disparaissent. Donc là, on voit effectivement des drones en fait, qui sont devenus des outils complètement indispensables maintenant pour nous, qu'on fait voler ici en Afghanistan pour documenter un site qui malheureusement était encore accessible il y a quelques années, mais aujourd'hui malheureusement n'est plus accessible. Les drones aussi ont assez vite été complétés par des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de reconstituer l'image photoréaliste en fait, du site en 3 dimensions. Alors ce qu'on voit ici, en fait, c'est simplement le vol du drone qui vient scanner à l'échelle du paysage en fait, une montagne entière. Donc c'est un paysage virtuel entier qu'on va recréer, mais qui est exactement, fidèle au réel. Donc c'est vraiment une empreinte du réel qu'on conserve sur un support numérique pour les générations futures. Et là, vous voyez des détails de cette montagne dans laquelle on a retrouvé des dizaines de monastères, comme vous voyez ici, des monastères bouddhiques qui, à l'époque, effectivement, étaient construits en Afghanistan. Ce qui est intéressant avec ces algorithmes donc, de photogrammétrie, à partir de milliers de photos, on arrive à reconstruire donc, cet espace, à la fois dans son étendue géographique, mais aussi, comme vous voyez, dans son détail, dans le détail du décor. Et à partir de ces données-là, on s'est vite mis à créer en fait, des bases de données, donc, comme vous voyez ici, en fait, des milliards de points qui permettent effectivement aux archéologues, aux scientifiques, de travailler, y compris quand le terrain n'est plus accessible. Et malheureusement, aujourd'hui, ce site, Messeinak, qui est au sud de Kaboul, dans une région, effectivement, où il y a beaucoup de talibans, et il est plus accessible parce qu'il y a des attaques régulièrement. Donc on a une communauté d'archéologues qui travaillent aujourd'hui à distance, donc des États-Unis, de France, de Belgique, sur ces données-là pour continuer à mieux comprendre cette civilisation et à mieux en dresser, l'histoire, donc cette civilisation Kushan. Alors, construire en fait une archive du monde pour les scientifiques, pour avoir une meilleure compréhension de notre passé, c'est important, mais on s'est vite aperçu que ce n'était pas suffisant. Ce qui était important aussi, c'est de construire des expériences qui permettent au monde, au grand public, mais aussi aux leaders politiques, en fait, de prendre conscience de ce réel problème qui est l'effacement de cette mémoire collective qui est encore conservée aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et c'est ça qui nous a poussé à réaliser en partenariat avec des institutions culturelles, là vous voyez, là c'était en partenariat avec l'IMA, des expositions numériques qui remettent l'image de ces sites à leur échelle 1, pour que le visiteur puisse ressentir finalement l'émotion qu'on peut avoir quand on visite ces sites. On a pu présenter comme ça des sites qui malheureusement ne sont plus accessibles, comme Alep, comme Mossoul, comme les petits Smagna en Libye par exemple, ou comme Palmyre, qui sont des merveilles en fait de notre patrimoine et qui maintenant malheureusement sont oubliés parce qu'ils sont lointains. Donc le numérique aujourd'hui nous permet de réactiver en fait cet émerveillement auprès des gens, mais surtout
de marquer les consciences sur l'importance de conserver en fait cette mémoire et d'agir en fait pour conserver cette mémoire. La photogrammétrie, comme l'a expliqué Yves, elle est composée de milliers de photos. Et les algorithmes traitent ces photos pour créer des modèles 3D. Mais parce que c'est basé sur des milliers de photos, ce sont des modèles 3D qui sont extrêmement détaillés et qui sont donc extrêmement lourds. On utilise finalement assez peu la photogrammétrie en jeu vidéo, parce que si on utilise toute la puissance de calcul de l'ordinateur ou de la console pour afficher le modèle, il ne reste plus beaucoup de puissance de calcul pour faire déplacer le bonhomme ou pour faire des actions. Donc c'est moyennement intéressant en jeu. On l'utilise un petit peu comme base, par exemple pour des grands paysages. On l'a utilisé dans Assassin's Creed Origins pour des pyramides et des grands paysages comme base pour être sûr qu'on collait à la réalité. On connaît ces Iconem depuis quelques temps. Ce qu'ils font, c'est absolument formidable. C'est important pour l'humanité, pour la préservation numérique de notre patrimoine. Et puis on cherchait un peu l'occasion de travailler ensemble. Comme je vous l'ai dit, dans le jeu vidéo, c'est pas toujours facile. Et quand Yves m'a parlé de cette exposition à l'Institut du monde arabe, on avait l'opportunité unique de travailler ensemble et de voir comment on pouvait utiliser la photogrammétrie, en particulier en réalité virtuelle. Parce que la réalité virtuelle, elle a cette capacité de projeter l'utilisateur à l'intérieur des scènes, ce qu'on appelle la notion de présence. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas partir de photogrammétrie? Ça n'avait jamais été fait, en tout cas chez Ubisoft, on n'avait jamais utilisé la photogrammétrie en VR. Donc on a très rapidement fait un test avec un modèle d'un site, et en quelques heures, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, qu'on avait l'impression physique d'être dans le souterrain de Nabi Younes à Mossoul. On a contacté ensemble l'Institut du monde arabe, on leur a proposé, et tout de suite, la directrice des expositions, la commissaire de l'expo, a été très très ouverte sur le sujet, nous a fait confiance, et on a identifié ensemble 6 sites emblématiques du monde arabe, donc en Syrie, en Libye et en Irak. On a identifié 6 sites très très différents les uns des autres, et on s'est dit on va faire une expérience en réalité virtuelle qui viendra compléter l'exposition. Donc à la fin du parcours de l'exposition, on avait 3 cabines en VR. Le travail d'Ubisoft, il a été d'abord de prendre les modèles d'Iconem et de les importer dans Unity, dans le moteur Unity, et de les faire fonctionner en VR, première chose. Donc là, il y a tout un travail aussi pour jouer, pour trouver le bon arbitrage entre la qualité de l'affichage, mais aussi la fluidité de l'affichage. Donc comment on fait pour avoir en premier plan, garder la finesse, et puis finalement alléger un peu les arrière-plans, par exemple. Mais notre travail, il a aussi été d'amener de la vie dans ces scènes. La photogrammétrie, elle est formidable parce qu'elle est extrêmement précise, extrêmement détaillée. Mais l'algorithme qui prend toutes les photos et qui crée le modèle 3D, il efface tout ce qui bouge. Si vous avez un oiseau qui passe, si vous avez un peu de poussière, du sable, un lézard, n'importe quoi qui bouge, même la course du soleil finalement, l'algorithme efface tout ça. Ce qui fait que les modèles en photogrammétrie, et même des vidéos issues de photogrammétrie, quelque part, sont désolés, au sens, vraiment, c'est des scènes qui sont vides. D'ailleurs, c'est la question que beaucoup de gens posaient quand ils ont visité l'expo à Lima, en disant, mais finalement, il n'y a personne. Mais oui, parce que s'il y a quelqu'un qui marche, l'algorithme l'enlève. Notre travail chez Ubisoft, ça a été aussi de rapporter de la vie, de rapporter du bruit, tout ce qui fait qu'une scène est vivante, même s'il n'y a pas de gens qui se baladent dans cette scène. Donc on a rajouté des petits animaux, on a rajouté un lézard, un oiseau, on a rajouté des particules qu'on a l'impression de ne pas voir, et pourtant il y a des poussières partout, et puis dans ces pays-là, il y a même du sable qui vole. On a donc travaillé sur ce modèle, on a retravaillé aussi les textures, on a remis un soleil avec des ombres portées, tout ça pour que les gens puissent connecter et vivre quelque chose à l'intérieur de l'expérience. Et au final, on a une expérience où un pas dans le musée correspondait exactement à un pas dans le souk d'Alep ou au milieu des ruines du temple de Baal Shamin. On a même récupéré le modèle 3D du temple de Baal Shamin qui était à l'université de Lausanne, qui nous a permis de remettre le temple en transparence pour que les gens se rendent bien compte de ce qui avait été perdu. Les oiseaux, par exemple, qui volent dans l'église à Mossoul, sont là pour apporter de la vie, mais aussi pour attirer le regard vers les voûtes qui sont au-dessus. Le chat que vous avez vu se balader là, dans l'Eptis Magna, pareil, vous sert de guide et va guider votre regard pour que
vous vous tourniez, que vous regardiez un peu cette magnifique Rome de l'Afrique. J'étais déjà convaincue que le pouvoir d'empathie de la VR, mais là, je pense qu'on a tous été surpris par l'émotion vraiment qu'on pouvait procurer avec cette immersion en VR. On a beaucoup de gens qui, au moment d'enlever le casque, avaient les larmes aux yeux. Je pense que si on avait à ce moment-là mis des pétitions, proposé des dons... Oui, merci. Mis des pétitions pour soutenir des associations à ces endroits-là, proposer des dons, par exemple, on aurait explosé les compteurs par rapport à ce qui se passe d'habitude dans l'humanitaire. Là, c'était pas le lieu de le faire, mais on a vraiment transformé le spectateur en acteur en jouant sur l'émotion. Alors effectivement, moi j'ai été très surpris parce que ces lieux, je les avais tous visités, puisque j'avais fait moi-même effectivement les prises de vue. J'avais ressenti des choses très fortes sur ces lieux. Souvent, on est en contexte de guerre, on est encore effectivement pendant certains assauts. Et en fait, j'ai retrouvé, quand je suis retourné à Ubisoft pour tester en fait l'expérience, j'ai retrouvé de manière très forte en fait ces émotions que j'avais eues sur le terrain. Et ça nous a effectivement montré à quel point ces techniques en fait peuvent déclencher en fait des émotions qui sont très fortes, et surtout quand ces émotions viennent retrouver en fait des mémoires personnelles en fait. Alors quelques mois plus tard, effectivement, je suis revenu d'une de ces missions au Proche-Orient et je me suis retrouvé nez à nez à ça, en fait, comme beaucoup d'entre vous aussi à Paris. Alors j'imagine absolument pas, en rentrant de mon bureau, tout simplement, en revenant chez moi, je me suis trouvé vraiment à 200 mètres. Je recevais les cendres en fait de la toiture de Notre-Dame sur le visage. Et donc à ce moment-là, donc je suis resté toute la nuit en fait devant l'incendie. Je pouvais pas partir et à me demander mais qu'est-ce que je peux faire. Alors cette fois-ci, en fait, j'avais visité les Combes quelques mois plus tôt, parce que ça faisait partie en fait de notre liste de monuments à numériser, mais voilà, malheureusement, ça s'est pas fait avant. Du coup, la question, ça a été effectivement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos technologies pour retrouver quelque chose qui a disparu, hein. Et du coup, on a eu l'idée de travailler sur des algorithmes. Alors, oui, ça c'est juste un film que j'ai pris avec mon téléphone en passant devant, sous le choc, quoi. Et on a décidé de lancer une grande campagne de crowdsourcing d'images, donc en fait demander à des milliers de personnes en fait leurs images pour nous permettre de reconstruire virtuellement, bien sûr, avec ces mêmes technologies, l'édifice tel qu'il était avant l'incendie, parce que l'intérêt de ces technologies, elles fonctionnent avec les images qu'on prend aujourd'hui, mais elles fonctionnent aussi avec les images anciennes, les images d'archives, hein. Et donc on a pu en quelques jours regrouper plus de 10 000 images, y compris en fait des images assez qualifiées, c'est-à-dire qu'en discutant avec des boîtes de production, par exemple, on a pu récupérer des images de drones en fait qui avaient volé tout autour en fait de la flèche qui avait disparu. Et là, ce que vous voyez en rouge en fait, en jaune, pardon, c'est la trajectoire en fait du drone qui avait été utilisé pour faire de l'imagerie vidéo par une boîte de prod qui s'appelle TSVP pour une émission télévisuelle. On a pu récupérer les images, les frames en fait de chaque vidéo pour reconstruire effectivement l'édifice. Et en quelques semaines, on a pu reconstruire non seulement l'ensemble du quartier tout autour de Notre-Dame, mais Notre-Dame jusqu'aux infimes détails effectivement de certaines parties dont on avait effectivement les photographies détaillées. Donc ça nous montre vraiment effectivement que aussi ces technologies permettent de recréer des espaces et des paysages qui ont disparu aujourd'hui. Alors au moment de l'incendie, les gens dans le monde entier ont partagé leurs souvenirs de Notre-Dame, des photos, des vidéos de visites de Notre-Dame. Et les joueurs de jeux vidéo dans le monde entier, eux, ils ont partagé leurs souvenirs virtuels. On a des joueurs partout dans le monde qui ont très spontanément posté des vidéos de gameplay d'Assassin's Creed Unity
un jeu qui était sorti en 2014. Alors 5 ans, c'est une éternité dans le jeu vidéo. Ils ont ressorti leur jeu et ils ont escaladé Notre-Dame dans Assassin's Creed. Ils ont posté ces vidéos. Nous, on a été très émus, on s'y attendait pas. Alors la réaction d'Ubisoft, ça a été donner de l'argent pour la reconstruction, normal. Mais aussi mettre le jeu à disposition gratuitement. Pendant une semaine, les gens pouvaient télécharger Assassin's Creed Unity. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et le qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec la réalité virtuelle. Ça a tellement bien marché avec l'exposition Cité millénaire, que là, on peut peut-être faire quelque chose. Et on a repris le modèle de Notre-Dame qui avait été développé pour ce jeu Assassin's Creed Unity, un jeu qui se passait pendant la Révolution française, sur lequel on avait reproduit une 50aine de monuments parisiens, mais Notre-Dame en particulier avait été remarquée parce qu'on avait mis beaucoup d'efforts dessus. C'était 1 an et demi de travail sur ce bâtiment, 5000 heures de graphistes, et c'était vraiment du travail de graphiste à la main, sur base de documents, de visites, de photographies sur place, à la fois en plan large, mais aussi de photographies très très minutieuses pour pouvoir reproduire le grain de la pierre. On a repris ce modèle 3D et on en a fait une immersion en réalité virtuelle, où de la même façon que dans Cité millénaire, vous êtes téléporté sur différents points, vous n'avez pas de contrôleur, un pas ici correspond à un pas dans la cathédrale, à l'intérieur, à l'extérieur, et on finit même par un survol de Notre-Dame en montgolfière. On l'a fait en se disant, on ne sait pas encore où on va le montrer, mais on trouvera le lieu parce que l'expérience, elle est importante. Elle permet de visiter Notre-Dame alors qu'aujourd'hui, elle est inaccessible au public. Donc en attendant qu'elle se refasse une beauté, finalement, nous, on peut proposer une visite de Notre-Dame qui, en plus, n'est pas juste le modèle 3D, mais le modèle 3D remis dans le contexte du Paris de la Révolution française. Alors juste un mot sur notre représentation de Notre-Dame. La photogrammétrie, elle est extrêmement précise, extrêmement fidèle à la réalité au moment où on fait cette photogrammétrie. Dans le jeu vidéo, on s'inspire de la réalité, mais nous, on a le droit de prendre des libertés, on est des artistes. On ne va pas critiquer un peintre qui va peindre une falaise où l'inclinaison de la falaise n'est pas exactement la même que dans la réalité. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. On s'inspire de la réalité. Si on ne reproduit pas au millimètre, c'est pas très grave. On est là aussi pour faire vivre des moments mémorables et on fait des choix. Et en particulier sur Notre-Dame, on a fait des choix, par exemple, qui peuvent être anachroniques. On a représenté la flèche de Viollet-le-Duc, qui est postérieure. Alors maintenant, vous connaissez tous de toute façon la date de création de la flèche. En tout cas, elle est postérieure à la Révolution française. On a mis l'hôtel du XXe siècle. On a mis des gargouilles qui n'existaient pas non plus au moment de la Révolution française. On a laissé sur le parvis une fontaine qui avait été détruite avant. On prend des libertés, mais au global, on est sur un bâtiment qui est très très proche du bâtiment réel. On l'a montré, on a eu la chance de participer à une rencontre avec les acteurs du chantier. Des tailleurs de pierre, des vitraillers, les architectes en chef, le général Georges Lin qui s'occupe de la reconstruction, le ministre Franck Riester. Tout le monde a pu tester notre immersion en VR dans Notre-Dame. Et ils ont tous apprécié, alors ils ont critiqué, ils ont remarqué l'orgue n'est pas exact, les vitraux, tout ça. Mais ils ont tous apprécié l'émotion qu'on arrive à passer en réalité virtuelle. De la même façon, on a rajouté des oiseaux, des particules, de la musique, tout ce qui va contribuer à créer du lien avec la scène qu'on voit dans le casque. On a eu aussi l'opportunité de montrer cette expérience au public lors des Journées européennes du patrimoine à l'UNESCO. Et là, on avait, vous allez voir sur la vidéo, des enfants, des adultes, des Français, des étrangers qui ont pu tester et commenter ce qu'ils ont vécu. You're able to really just have a moment where you're taking in the beauty and the architecture of the structure. So I think that's a unique experience provided by the VR. Pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance de venir à Paris, c'est aussi une manière de découvrir le bâtiment. You had really the feeling to be inside Notre Dame or on the top. It's very fun and it gives you a lot of emotions.
Et aujourd'hui, on est en discussion avec de très nombreux lieux parisiens pour essayer de trouver le meilleur endroit pour pouvoir proposer cette expérience VR Notre-Dame à un public le plus large possible. Alors, la numérisation, toutes ces techniques, elles s'appliquent effectivement au patrimoine en danger, hein, mais elles s'appliquent aussi à la découverte de tous les patrimoines. C'est une autre manière, effectivement, de voir des monuments sous un autre angle. Là, par exemple, vous avez un travail qu'on a fait sur le Mont-Saint-Michel. Donc, là, ce que vous voyez, c'est un scan 3D qui permet de voir le Mont-Saint-Michel comme aucun visiteur ne peut le voir. Donc, c'est aussi une redécouverte en fait d'icônes que tout le monde croit connaître, mais finalement qu'on voit d'un autre angle et qui permet effectivement de découvrir des vues nouvelles, des éléments nouveaux. Et donc à propos du Mont-Saint-Michel, donc on a travaillé ensemble avec Microsoft et les HoloLens, et puis une société, Asobo aussi, je crois qu'il y a un stand ici, et pour créer donc de la réalité augmentée, cette fois-ci avec les HoloLens. Et l'idée, c'est que donc on a une maquette de la fin du XVIIIe siècle qui est conservée au musée des plans et reliefs aux Invalides. Et cette maquette du Mont-Saint-Michel, elle est très intéressante parce qu'elle montre le Mont-Saint-Michel avant sa restauration au XIXe siècle. Et ce que permet aujourd'hui la réalité augmentée, elle nous permet de superposer en fait à un objet, à une maquette, le monument lui-même. Comme si on apportait le monument, on le réduisait à la taille de la maquette et on le superpose. Et ça permet de comprendre effectivement à quel point un édifice, c'est un petit peu comme un organisme vivant. Il évolue à travers le temps, avec des phases de destruction, avec des phases de reconstruction. Et l'intérêt de la réalité augmentée, dans ce cas-là, ça nous fait comprendre finalement la complexité du monde, justement, en superposant des étapes différentes, et ça nous fait comprendre à quel point en fait l'architecture est une dynamique vivante. Voilà, ça c'est juste une image donc, de la maquette sur laquelle on a pu augmenter, rajouter des informations, et notamment le modèle du Mont-Saint-Michel tel qu'il est aujourd'hui. Un dernier mot sur la réalité augmentée. Quand j'ai visité les Invalides, je pense que j'avais 12 ans, j'étais avec mes grands-parents, ça a duré maximum 20 minutes. J'ai vu le tombeau de Napoléon, j'en garde pas du tout un souvenir impérissable. Et puis l'année dernière, j'ai eu la chance de visiter les Invalides différemment, avec un escape game en réalité augmentée sur le thème d'Assassin's Creed, avec mes enfants. Là, on a passé 90 minutes dans le lieu, à monter, descendre, à regarder les sculptures, les différents éléments, le tombeau évidemment, à interagir aussi avec des acteurs, à avoir accès à des endroits secrets qui sont d'habitude fermés au public. Et je suis sûre que mes enfants, eux, garderont un souvenir plus intéressant et en tout cas plus permanent de leur visite aux Invalides, et ils auront appris des choses parce qu'ils étaient acteurs de leur visite grâce à la réalité augmentée. Il y aurait encore certainement plein de choses à vous dire, mais on va s'arrêter là et on vous propose de vous rencontrer à la sortie si vous avez des questions. Merci. Et les expériences donc, de l'IMA sont visibles aujourd'hui sur le stand d'Iconem en fait, qui est au sous-sol. Voilà. Merci à tous.